on accueille avec plaisir Éric Fiat et Michel Castrat. Je vais vous les présenter tous les deux et puis je leur laisserai la parole ensuite. Je crois qu'on ne présente plus Éric Fiat dans le monde des soins palliatifs, tant les sujets qui l'animent agitent aussi le monde des soins palliatifs. Je vous le présente quand même. Il est professeur de philosophie à l'université Paris-Est, responsable du master d'éthique médicale et hospitalière à la PHP. On pourrait citer le dernier ouvrage auquel il a contribué, La pudeur dans les soins, qui était dirigé par M. Schumacher. Et Michel Castrat est professeur de sociologie à l'Université de Lille. Il est directeur du centre de recherche Individus, épreuves, société au CRS. On le connaît pour l'ouvrage Bien mourir, sociologie des soins palliatifs. Et récemment, il a été contributeur à l'élaboration du rapport Chauvin dans l'instance de réflexion stratégique. La maison était sombre. En y entrant, on ne distinguait rien d'abord, sinon que cela sentait le café et le tabac. Le café parce que sa fille s'en était fait pour pouvoir tenir la nuit. Le tabac parce que même après avoir fermé son épicerie, Anna en avait gardé une bonne quantité pour remercier les hommes qui venaient l'aider à s'occuper du jardin et des bêtes. Le regard, une fois habitué à l'obscurité, on voyait la grande cheminée où l'on pouvait s'asseoir sur un siège qui servait aussi de réserve à bois, une maie pour les tourtes de pain, une table, 2 chaises de paille et la comptoise d'un bois noir. Sur les étagères se trouvaient les bonbonnes où jadis étaient les paquets de cigarettes, le thé, les bonbons, les graines, les épices, à présent presque toutes vides. Les tiroirs du meuble d'épicier étaient aussi presque tous vides. Seuls 2 ou 3 contenaient encore un inutile matériel à couture, des boutons sans pareil. Le bruit que faisait la comptoise seule empêchait que le silence ne fût total. Au fond de la pièce, une porte entr'ouverte qu'on n'osait pousser que le cœur battant, car on devinait que là se jouait le drame formidable qui fait que les êtres humains sont ce qu'ils sont. Là encore, tout était si sombre qu'on ne distinguait d'abord que l'odeur. Celle-ci était très différente de l'autre. Cela sentait l'urine, d'autres odeurs plus prégnantes, l'éther. Cela sentait la mort. Et pourtant, là, 2 âmes vivaient. La fille d'abord, assise sur une chaise, elle s'était endormie, la tasse de café froide sur ses genoux. Et dans le lit, Anna. Anna qui semblait dormir les yeux ouverts. Elle avait beaucoup maigri. J'aperçus de longs cheveux blancs que je n'avais jamais vus. Au milieu de ce désastre, seules ses pommettes, restées hautes et délicatement roses, rappelaient l'Anna d'antan. Elle gémit, puis tourna lentement son regard vers moi. Ses yeux avaient gardé leur bleu, mais au lieu de la douceur souriante qu'elle y mettait jadis, on y voyait à présent quelque chose de farouche et de lointain. Je lui souris. Elle répondit à ce sourire en soufflant, comme si elle essayait de chasser quelque chose. Je crus que c'était moi, et cette hostilité me fit mal. Puis je me dis qu'elle voulait peut-être exprimer par là combien c'était dur de partir, et que ce qu'elle voulait chasser, c'était la douleur au goût de sel. Je souris à nouveau. Elle souffla à nouveau plus fort, ce qui réveilla sa fille. Celle-ci, un peu gênée d'avoir dormi, faillit casser la tasse en se relevant, mais m'accueillit avec affection. Oh, c'était gentil de venir voir la pauvre Anna. Ah oui, elle avait bien changé, la tata, et n'était pas trop bien depuis 2 jours. Pensant à l'odeur, la fille ajouta que c'était bien triste, qu'Anna ne retenait plus ni le petit ni le gros. Elle frappa fortement les édredons comme pour leur redonner une dignité. Elle releva sa mère jusqu'à l'oreiller. Ah, cette manie qu'avait maman de glisser chaque fois vers le fond du lit. Pourquoi faisait-elle cela ? Et je pensais qu'au fond de ce vieux lit qui s'affaissait, c'était comme si la terre l'aspirait déjà. On épongea le front d'Anna d'un petit mouchoir brodé. Je l'embrassai, le cœur battant. Cette fois, elle ne souffla pas. On laissa la mourante, on passa dans la pièce d'à côté prendre un peu de café. Je compris que cela faisait déjà 3 mois que sa fille veillait Anna, que beaucoup avaient dit que c'était folie, qu'il fallait l'hospitaliser, que ce n'était plus une vie ou alors une vie de légumes, que c'était indigne de finir comme cela et d'un catholicisme ridicule qu'une fille veillât encore sa mère. Mais toutes 2 tinrent bon.
Et je compris que dans cette chambre retirée, à l'abri du siècle, à l'abri du temps comme de l'espace, se jouait une scène aussi misérable que grande, aussi grande que misérable, mais une scène digne d'être jouée par les hommes. Je quittai la maison et retournai à mes occupations importantes et dérisoires à la fois. Tous les jours qui suivirent, je repensais régulièrement à Tata Anna et à sa fille, et je les enviais. Abandonner un mourant, abandonner un mort, eût semblé à nos aînés des campagnes une faute. Il fallait veiller les mourants. Oh, c'était une faute peut-être parfois plus sociale que morale, la présence au chevet étant coutumièrement plus inspirée par le souci de l'étiquette que par l'élan du cœur, plus motivée par une fidélité aux traditions que par une spontanéité aimante, encore qu'il ne faille pas séparer cette spontanéité de cette fidélité, cet élan de ce souci, selon un cadastre trop bien découpé. Il n'était pas toujours facile de savoir pourquoi on veillait, et les motivations de la vigilance devaient être souvent diverses et mêlées. Mais après tout, l'essentiel, en définitive, n'était pas que l'on veillât, et certes, toujours est-il que dans les sociétés traditionnelles, on veillait les malades, les mourants et les morts, comme le raconte l'admirable roman de Jean Giono, Les âmes fortes. Rappelons aussi que du temps qu'au-dessus du lit des pauvres hommes se trouvait un crucifix, eh bien, on appelait les hommes à ne pas s'endormir comme firent les apôtres. Comme nous le rappelle Jean-Sébastien Bach, « Réveillez-vous, réveillez-vous » crie la voix des veilleurs là-haut sur les remparts. « Réveille-toi, Jérusalem, il est minuit, où êtes-vous, Vierge sage ?» J'attends avec de l'huile pour ma lampe. « Quand viendras-tu, mon salut ? Je viens, je suis ta part. Viens, Jésus, viens, chère âme. » Là, je viens de vous citer la cantate de Jean-Sébastien Bach, « Waret auf ruft die Stimme », c'est du lourd, hein, où se trouve le célèbre choral du veilleur. Vous savez, « tam padadam padam pidam pidam pidadam » fait penser à Rabbi Jacob. Silence, Rabbi Jacob, il va chanter. Silence, professeur Fiat, il va chanter. Eh bien, en effet, la vigilance était considérée comme la vertu suprême du croyant. Et il fallait veiller les morts, parce que même le Christ avait connu le sentiment d'abandon. Est-ce que ses apôtres s'étaient endormis ou l'avaient trahi ? L'histoire du Jardin des Oliviers et du Calvaire n'a-t-elle pas été vécue pour que le plus vulnérable, le plus précaire, le plus dépendant des êtres humains croit que sa vie avait encore du sens ? Cette histoire n'a-t-elle pas été vécue pour qu'aucune nuit ne parût trop obscure pour être franchie ? Le Christ lui-même ne trouvant plus aucune aide et s'enfonçant dans la nuit, lui qui avait été la lumière même. De sorte qu'aux compagnons et compagnes des mourants, il était demandé de prendre pour modèle les vierges sages plutôt que les vierges folles, celles qui étaient allées avec de l'huile pour leurs lampes. La bougie allumée, c'était la métaphore de la vigilance du cœur. L'huile, c'était la métonymie des ressources permettant la dite vigilance. Soit, mais que disparaisse ce parfum de sacristie, les choses ont fort changé. Car aujourd'hui, on ne veille plus par rite, mais souvent par profession. Car aujourd'hui, on ne veille plus de manière empirique, mais de manière savante. Car aujourd'hui, on ne veille plus pour des raisons religieuses, mais pour des raisons laïques. En effet, la vigilance est devenue un métier, et un métier scientifique et laïque. Ces trois transformations, je m'en réjouis. Je m'en réjouis comme laïque, qu'on ne veille plus pour des raisons religieuses. Je me réjouis aussi, comme futur mourant, qu'on ne veille plus simplement de manière empirique, mais de manière scientifique, c'est-à-dire qu'on ait de bons moyens pour soulager la douleur quand elle viendra. Et je me réjouis aussi que, en effet, on ait inventé il y a quelque temps, au siècle dernier, une nouvelle manière de veiller qu'on a désignée comme le métier de palliatologue. Ce métier peut être considéré comme l'un des plus beaux des métiers. Alors, les métiers qui se disputent ce titre, vous savez, c'est sage-femme, instituteur et institutrice, rarement palliatologue. Hein. Il me semble pourtant que, oui, ce sont peut-être, sinon les plus beaux des métiers, en tout cas les plus importants des métiers. Recueillir le premier souffle, éveiller un savoir et une âme, et recueillir le dernier souffle. Oui, ce métier n'est peut-être pas le plus beau, mais en tout cas le plus humain, le plus nécessaire des métiers. Dans la compétition des trois métiers, je ne dirais pas ma préférence.
mais pourrait comprendre que vous viviez votre métier comme sans doute l'un des plus beaux des métiers. C'est en tout cas ce que me semblent dire mes étudiants et étudiantes qui travaillent dans le secteur de la fin de vie, qui d'abord parlent de leur métier sans beaucoup de chagrin ou de tristesse, mais avec une sorte de bonheur et de joie, et qui, malgré les difficultés qu'il y a à continuer de faire ce beau métier, eh bien, continuent de l'aimer. Pourtant, écoutant mes étudiants et étudiantes soutenir il y a peu de jours leur mémoire, j'avais l'impression que revenait comme une espèce de litanie, de basse continue dans leurs paroles, quelque chose comme un « j'ai de plus en plus de mal à continuer d'aimer mon métier ». C'est-à-dire je continue à l'aimer ce métier, mais on me met dans des conditions qui rendent la pérennité de cet amour un peu difficile. Pourquoi ? Pourquoi un certain nombre d'évolutions récentes et peut-être à venir mettent-elles bon nombre de paléontologues, au sens très général du terme, dans une forme d'inquiétude ? Il me semble que cela vient peut-être du fait que nous sommes dans un monde qui veut transformer les métiers en emplois. On se souvient que Rodin disait combien l'humanité serait plus heureuse si, au lieu de considérer le travail comme la rançon de l'existence, elle pouvait le considérer comme son dû. Et Rodin ajoutait qu'il aimait tellement son métier de sculpteur qu'il aurait été prêt à payer pour avoir le droit de sculpter. Qu'est-ce que c'est que le métier rançon et qu'est-ce que c'est que le travail rançon et que le travail dû ? Quand le travail est la rançon de l'existence, le travail, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre. Si on n'a pas la chance d'être rentier, eh bien, pour pouvoir vivre, il faut travailler. Le travail rançon, c'est le travail qu'on doit à la société pour qu'elle nous fasse une place. Mais le travail dû, ce n'est pas le travail qu'on doit à la société, c'est le travail que la société nous doit, n'est-ce pas ? Et quand on aime son métier, en effet, on peut le considérer plutôt que comme la rançon de l'existence, on peut peut-être le considérer comme son dû. Moi, j'aime mon métier. Il m'arrive de dire que je serais prêt à payer pour avoir le droit de le faire. Bon, je suis quand même content qu'on me paye. Mais je crois en effet qu'il est beaucoup plus facile d'aimer un travail quand il est un métier que quand il est un emploi, n'est-ce pas ? Autre chose est le métier, autre chose l'emploi. Il est possible d'aimer le premier, guère le second. Le premier, le métier, peut être pour l'être humain qu'il exerce, l'un des moyens de son accomplissement. Le second, l'emploi, ce qu'il faut bien trouver pour avoir le droit de séjourner sur cette terre si l'on n'a pas la chance d'être rentier. Il peut arriver que le métier soit vécu comme un dû, c'est ce que vous me devez parce que j'aime le faire. L'emploi est plus souvent vécu comme une rançon. Or, le modèle du métier, c'est bien sûr le modèle artisanal ou artiste. Or, on sait que le métier se transmet, pas vraiment à l'école, mais plutôt par l'observation des anciens. C'est le compagnonnage, vous voyez. Et en effet, rien n'est plus beau qu'un jeune jazzman qui apprend le jazz avec un vieux jazzman. Rien n'est plus beau qu'une jeune paléontologue qui apprend le métier avec une moins jeune ou un moins jeune paléontologue. Le modèle ici, en effet, c'est le modèle artisanal ou artiste. Et quand on s'incorpore son métier, en effet, on finit par le posséder dans son corps même. Le corps du violoniste n'est pas le corps du pianiste, de même que le corps du marathonien n'est pas celui du nageur. Le nageur, dès qu'il est sorti du bassin, il se métamorphose en albatros baudelairien maladroit que ses bras de géant empêchent de marcher. J'ai proposé ça à un nageur qui sortait du bassin au moment des Jeux Olympiques, j'ai eu peu de succès. Il y a donc une heureuse déformation professionnelle qui doit peu à l'enseignement théorique, mais beaucoup à celui de l'empirie, de l'expérience. Il faut du temps pour arriver jusqu'au cœur de son métier. L'expérience, la pratique, la patience et la longueur de temps. L'observation et le conseil des anciens font que petit à petit, il devient comme une seconde nature. Alors on s'incorpore son métier, ses ficelles, ses règles, ses us et ses coutumes, ses secrets, ses mots. Comme Pierre Perret l'a bien montré dans un livre qui s'appelle « Les mots des métiers ». Chaque métier a ses mots, et ce sont des mots qui sont inventés par ceux qui l'exercent, pas par ceux qui viennent leur dire ce qu'ils doivent faire. Mon grand-père était cordonnier. Qu'est-ce qu'était qu'une haleine pour mon grand-père ? Ce n'était pas simplement ce qui sortait de la bouche, mais c'était un objet qui lui permettait de recoudre certaines chaussures. Eh bien, il faut en effet constater qu'il y a des mots des métiers, les cordonniers, les garagistes, les luthiers, les cordonniers, les enseignants et les psychanalystes, les cuisiniers, les comédiens, les infirmiers, les paléontologues ont leurs mots. Ne vous laissez pas imposer vos mots.
par un système qui justement voudrait transformer votre métier en emploi. Il semble qu'aujourd'hui le monde du travail considère bien peu la notion de métier. Il exige de tous une polyvalence, une adaptabilité, une mobilité toujours plus grande, de sorte qu'il me semble devenir un monde où il n'existe plus que des emplois. Il faudrait être capable de changer de travail plusieurs fois dans sa vie. Et si l'on n'en change pas, de le faire à la fin de sa carrière d'une toute autre façon qu'au début. Et voilà le commis boulanger que son patron ne peut garder, d'être employé par la grande surface du coin, où s'effrangera peu l'estime qu'il avait de lui, parce que à quoi lui sert sa connaissance du pain, puisqu'il passe ses journées à faire chauffer de mauvaises baguettes prédécoupées, à ranger des pains au chocolat et des millefeuilles industriels, quand il ne remplit pas à genoux les rayons de bricolage. Et en effet, pour revenir à mon sujet, comment est-ce que le métier pourrait être vécu comme le dû de l'existence, par l'infirmière qu'on oblige à travailler en mode dégradé, à passer de plus en plus de temps devant l'ordinateur pour encoder les actes thérapeutiques, au point que parfois elle manque le temps pour écouter des vieilles patientes ce que leurs pauvres mains racontent. Oui, en effet, tout se passe comme si le système gestionnaire voulait que vos métiers soient transformés en emploi. Un des signes de cela, c'est justement les mots. Vous avez des mots que vous avez inventés et ces mots sont justes. Ne vous laissez pas imposer par un système gestionnaire des mots qui ne conviennent pas. Et par exemple, tous ces acronymes qui quand même abîment la langue de l'accompagnant ou de l'accompagnante, voyez. Je le vis aussi à l'université. Moi, je croyais que j'étais venu au monde pour dire « Vos yeux sont comme de saphirs brillants de mille feux ». Je l'ai dit d'ailleurs à une belle, en piquant cette formule à O'Malley, qui dans les Aristochats a dit à Duchesse. Je croyais être venu au monde pour dire l'angoisse, c'est la morsure que le néant fait à notre âme. Et je l'ai dit dans un cours sur l'angoisse. Et voilà que je rencontre un collègue à l'université et je m'entends lui dire il faut absolument qu'on se voit avant le CVU pour voir si on fait une DBM2 au sujet des ECTS. Et là, je me dis que ce n'est plus une langue, que le ver est dans le fruit et que cette langue gestionnaire eh bien, est déjà quelque chose qui peut donner au fond aux palliatologues l'impression qu'on l'éloigne du cœur de son métier. Pourquoi en effet mes étudiants me donnent-ils l'impression d'avoir de plus en plus de mal à continuer d'aimer leur métier? Parce que justement on le transforme en emploi et qu'on leur impose des tâches qui ne sont pas au cœur de leur métier. Comme si le cœur du métier du palliatologue s'éloignait d'eux, tout près et tout proche, comme le cœur de Julien Sorel s'éloigne de Madame de Rênal à la fin du Rouge et le Noir. On fait ce qu'on peut. Et alors, en effet, pour que le cœur du métier ne soit pas trop éloigné, il me semble que notre fonction, à nous qui venons accompagner vos travaux, c'est d'essayer de le dire, ce cœur du métier. Alors, il ne s'agit pas de refuser toute transformation, évidemment. Il ne s'agit pas de se figer dans la posture nostalgique les soins palliatifs, c'était mieux avant, n'est-ce pas ? C'est parfois la tentation d'un certain nombre de vieux palliatologues que je connais qui disent vraiment c'est plus du tout comme avant. Ils sont devenus techniciens, ils ne comprennent plus rien. Bon, c'est une catastrophe. Je n'irai plus à la SFAP, parce que vraiment les jeunes ne comprennent rien. Non. Méfions-nous des charmes de la nostalgie, ce qui veut dire qu'elle n'en manque pas. Mais le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. C'est parce qu'on n'aime pas son présent et qu'on n'arrive pas à le comprendre qu'on invente un passé mythique qui aurait été merveilleux. Non, tout n'était pas mieux avant. Lorsque je sens en moi un peu de pulsion nostalgique, j'essaie de me corriger. Lorsqu'il m'arrive de dire « on ne peut plus circuler dans Paris », et lorsque le syntagme Anne Hidalgo me met dans un état de fureur qui ne devrait pas asquier à un philosophe, eh bien, je devrais me rappeler qu'au XVIIe siècle, Boileau a écrit un petit livre qui s'appelle « Les embarras de Paris ». Et vous savez ce que Boileau dit dans Les embarras de Paris ? Qu'on ne peut plus circuler dans Paris, alors qu'avant on pouvait. Lorsqu'il m'arrive de dire que les êtres humains ne prennent plus le temps de vivre, je ne dois pas oublier qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, Sénèque a écrit un petit livre qui s'appelle De brie vitate vitae, de la brièveté de la vie, où Sénèque dit quoi ? Que les Romains ne prennent plus le temps de vivre, alors qu'avant, ils le prenaient. Bon. Et par conséquent, il ne s'agit pas de vouloir la mêmeté, l'immuabilité du métier, mais tout en acceptant les transformations, quelque chose comme la persévérance de la fidélité à une parole donnée. C'est ce que dit Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, où il distingue la mêmeté de l'ipséité, mais qu'importe le patois philosophique. Donc, le temps va nous transformer, mais quelque chose en nous ne se transformera pas. Une chose est la persévération du caractère.
Une autre est la persévérance de la fidélité à la parole donnée. Vous voyez, c'est la promesse, la constance de l'amitié. Cette fidélité à une promesse, il faut la distinguer de la permanence substantielle du maintien de soi. Hein. Ce n'est pas la permanence substantielle du maintien de soi. Non, il faut accepter les changements. Mais c'est quelque chose comme la constance d'une fidélité, c'est la tenue d'une promesse. Alors en effet, qu'est-ce que c'est que la promesse ? Bien des choses ont changé, le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, tout sera changé dans ma main, dans mon cœur, dans ma façon de vivre, et pourtant je maintiendrai une fidélité à quelque chose. Eh bien, cette fidélité, il me semble que c'est la fidélité au cœur du métier. Alors, ne nous laissons pas trop, peut-être, obsédés par les changements de nom. Soins palliatifs, moi j'aime ça, et puis c'est votre tradition, c'est vous qui l'avez forgé, c'est votre métier. Résistez à l'intention des gestionnaires, peut-être de vous dénommer, de vous renommer. En même temps, ne soyons pas nomilanistes, hein, ne pensons pas que tout se joue dans les mots, parce que parfois on change les mots, mais on ne change pas les pratiques. Quel intérêt de ne plus parler du débile ou de l'inadapté, mais de la personne en situation de handicap, si on ne l'aide pas mieux ? Quel intérêt de passer du fada et du fou à la personne en situation de handicap psychique si on ne l'accompagne pas mieux ? Quel intérêt de transformer la caissière en hôtesse de caisse, le balayeur en technicien de surface, le sourd en déficient auditif, le gros en personne souffrant de surcharge pondérale, et le mou de la branche en homme souffrant d'un dysfonctionnement érectile ? Pardon, c'était une rupture de ton peut-être inutile. Si les regards portant sur eux, si les pratiques dont ils sont les objets et les moyens mis à leur disposition ne changent en rien, voir si leur situation s'aggrave. Hein. Changer les mots, ce n'est pas forcément changer les choses. Et en effet, la fidélité à la promesse, quelque chose comme une maintenance, comme fidélité au cœur du métier, ça peut peut-être accepter le changement de mots. Et alors, pour finir, ce cœur de métier, il me semble que les trois points qui me sont avancés précisément par mes étudiants et étudiantes qui travaillent dans le même secteur que vous, c'est tout d'abord le maintien que la mort n'est pas un échec de la médecine. Contrairement à ce qu'une médecine curative ivre de ses succès parfois nous laisse à croire. Hein, c'est Montaigne qui le dit très bien. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, mais de ce que tu es vivant. Je crois que même Johnny Hallyday est capable de comprendre ça, parce qu'en fait, parce qu'il faut être vivant pour mûrir. Parce que si tu n'es pas vivant... J'adore ce que dit Lucchini au sujet de Johnny Hallyday. Vous savez, Johnny Hallyday, ce qui avait produit chez Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et Johnny a dit des choses extraordinaires, comme par exemple, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Et surtout, on se souvient de ce moment miraculeux dans l'histoire de l'humanité où Johnny Hallyday court le Paris-Dakar. Il y a un gros problème technique, la voiture est immobilisée dans le désert pendant longtemps, enfin elle est réparée, elle arrive tard au poste d'arrivée, les gens ils se précipitent, Johnny baisse la vitre et il a eu ce mot sublime, tu te rends compte que ça n'avait pas été arrêté 1h15, il y a 1h15 qu'on serait là. Eh bien, il faut parfois revisiter les évidences, parce que précisément, une ivresse technique pourrait nous faire perdre de vue cette évidence montagnenne selon laquelle on ne meurt pas de ce que l'on est malade, mais de ce que l'on est vivant. La mort n'est pas un échec de la médecine. Deuxièmement, donner des soins est nécessaire, mais pas suffisant si l'on ne prend pas soin. C'est un travail qui consiste à accorder hospitalité à une détresse. Et vous êtes là pour veiller en effet sur un désarroi. Lorsque le père est emmené si loin, même lorsqu'il est face à moi, j'ai l'impression qu'il me tourne le dos. Qu'est-ce qui peut le suivre ? Oh, pas la plus belle des pensées, pas la plus belle des images, mais simplement la main qui veille et le cœur endurant. La main qui veille et le cœur endurant. Être palliatologue, c'est comprendre que tous les savoirs techniques, les gants, les objets, les évaluations, tout ça est absolument nécessaire, mais fondamentalement, rien ne remplace la main qui veille et le cœur endurant. Et troisième chose qui me semble au cœur de ce métier, c'est la vigilance sur les ambivalences, voire les clivages du cœur du mourant. Je crois que tous les discours sur la fin de vie sont faciles et inutiles s'ils ne partent pas de cette vérité que je propose à votre critique, selon laquelle il se trouve dans la chambre 3 cœurs ambivalents
voire clivé. Le cœur du mourant, le cœur de son proche, le cœur de l'accompagnant, qu'il soit bénévole ou professionnel. Et en effet, le cœur du mourant est bien souvent ambivalent, voire clivé. C'est-à-dire, l'ambivalence, c'est la succession des désirs contradictoires. Il y a un moment où il a tellement mal, où c'est tellement pénible, qu'il a envie que ça s'arrête, allez, que la mort vienne. Et tout de suite après, il se dit, oui, mais non, peut-être pas encore, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, vous voyez. Cette ambivalence du cœur du mourant, c'est la succession de désirs contradictoires, d'un moment où il désire que ça s'arrête à un moment où il désire que ça continue. Le clivage, je parle sous la surveillance de mon copain Jérôme Alric, qui s'y connaît mieux en complexité de la psyché, parce qu'il est psychanalyste, que les philosophes. Le clivage, ce n'est pas la succession des désirs contradictoires, c'est la contemporanéité des désirs contradictoires. Au même moment, il y a une partie de lui qui veut que ça continue, une partie de lui qui veut que ça s'arrête. Et en effet, je crois que le plus grand philosophe du monde, Jean de La Fontaine, a très bien dit ça, l'ambivalence du cœur du mourant, voir son clivage. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, marchait à pas pesant vers sa chaumine enfumée. Il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel bonheur a-t-il eu sur la machine ronde? La machine ronde, c'est la terre. C'est le genre de formule, moi, qui me rend heureux pendant 3 semaines. Mes proches me voient avec un sourire, Béa, qu'est-ce qui t'est arrivé? La Fontaine décrit la terre comme une machine ronde. Quel bonheur a-t-il eu sur la machine ronde? Point de pain, bien du chagrin, ses enfants, les impôts, la corvée, lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. Et là, il y a un coup de théâtre, vous savez ce qu'il va dire à la mort, c'est pour m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Et ça se termine comme ça. Le trépas vient tout guérir, mais de bougeons d'où nous sommes, mieux vaut souffrir que mourir, telle est la devise des hommes. Alors, ça, c'est un peu la même époque que celle que j'ai racontée au début de ma visite à Tata Anna. Heureusement que les choses ont changé, parce qu'à l'époque, l'alternative, c'était souffrir ou mourir. Et là encore, vive la technicisation, vive la professionnalisation de la vigilance, puisque vous avez les moyens de faire qu'on ne souffre pas ou pas trop. Mais enfin, toujours est-il que La Fontaine montre très bien cette ambivalence. Il la montre aussi dans l'autre fable. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort crut en venant l'obliger en effet. Elle le frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il, « ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Petite remarque en bas de page, il faut absolument que vous écoutiez, ça doit se trouver sur Internet, Michel Galabru lisant les fables de La Fontaine. On connaît de Lucchini, on connaît de Funès, mais j'ai découvert récemment que Galabru en a enregistré quelques-unes à la fin de sa vie, et c'est extraordinaire parce que dans ce disque, il alterne avec Jean Topard. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Topard, les plus jeunes, ça ne dit rien aux jeunes. Et ce Jean Topard est très mauvais, pardonnez-moi, parce qu'il dit toutes les fables avec le même ton. Le loup et l'agneau. Un agneau se désaltère. Alors que Galabru, dès qu'il dit le titre, il se passe quelque chose. La cigale et la fourmi. Et déjà, on sent qu'il va se passer quelque chose. Donc, il aurait mieux valu entendre ces fables par Galabru que par moi. Cœur ambivalent, voire clivé chez le mourant. Cœur ambivalent, voire clivé chez son proche. Parce qu'elle accompagne son mari qui a Alzheimer déjà depuis 2 ans et elle n'en peut plus, c'est insupportable. Il mange ses excréments, il l'insulte, il donne des coups de pied, il ne la reconnaît pas. Au fond d'elle, elle sent fomenter, mais que ça s'arrête, bon Dieu, ça serait un soulagement. Mais tout de suite après, elle dit non, comme Édith Piaf, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Ambivalence, voire clivage dans le cœur du mourant. Et ambivalence, voire clivage aussi dans le cœur de l'accompagnant ou de l'accompagnante, parce qu'en effet, vous êtes là pour ne pas souhaiter que ces gens-là meurent, mais enfin, parfois, entrer dans une chambre où il y a un cancer du larynx qui émet une odeur épouvantable, voire que peut-être des asticots sont déjà présents dans une plaie. Oh, mon Dieu, je vais partir vendredi soir faire un petit tour à Berck-Plage. Quand je reviendrai lundi, ce serait peut-être pas mal qu'il ne soit pas là. Eh bien oui, considérons cette ambivalence des 3 cœurs pour ne pas nous figer dans des postures toutes simples comme je suis totalement contre ou je suis totalement pour l'aide active à mourir. Personnellement, je pense que la loi Leonetti-Claes est la moins mauvaise loi qu'on a jamais inventée au monde et je ne souhaite pas une évolution. Cependant, peut-être que ce non-souhait est pour moi une manière de me figer dans la mêmeté, ne voulant pas accepter que les choses doivent changer.
serez-vous fidèle à votre promesse si en effet vous donnez la mort à qui la demande? Pas sûr. M'approchant plutôt de la fin que du début, je sais que je n'accompagnerai pas mes vieux comme René et eux accompagnaient Tata Anna. J'espère que vous m'aiderez. Merci.